Vendredi, le 25 août 2023, ici André Fauteux du magazine La Maison du 21e siècle. Je suis très heureux d'avoir Martin Caron, le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Caron. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps ce matin. Vous êtes pas mal occupé avec tous les bouleversements climatiques. Il y a plus pas mal cet été au Québec. Oui, absolument. Puis c'est vraiment un été catastrophique. Jamais vu. Jamais vu depuis que je fais de l'agriculture. J'ai jamais vu ça. Et vraiment, c'est pénible pour nos gens pour faire des travaux. Et on sent que la morale est bas. Puis d'autant plus qu'on est dans des temps d'inflation, hausse des taux d'intérêt. Ça que le côté économique sur les entreprises agricoles est mis à rude épreuve présentement avec toutes ces situations-là. C'est vraiment, puis c'est dans tous les secteurs. C'est ça qui occasionne, entre autres, toute cette turbulence-là. Je comprends que c'est difficile sur le moral de vos producteurs et productrices, surtout qu'on pense à la relève, hein. On voit que Mm. les jeunes financièrement, là, il y en a beaucoup qui disent ça, les jeunes et moins jeunes qui vont remettre leurs clés. On peut comprendre que quand un producteur, un promoteur de parc éolien arrive en offrant des 25 000 et plus chaque année à la signature pour un parc éolien, ça peut sembler alléchant. Vous avez écrit au mois de mars, je crois, un texte vraiment intéressant, là, que on a 4000 mégawatts d'éolien, on pourrait en avoir un autre 4000 d'ici 2030, peut-être même 16 000 d'ici 2040. J'ai vu que, bon, au début, c'était des 2 mégawatts, les turbines. Là, on parlait de 4, même de 8, et j'ai vu que GE en mer en a des 12, 13, 14 mégawatts. Ça grossit, hein? C'est 200 mètres et plus aujourd'hui qu'un immeuble de 85 étages. C'est pas banal dans le paysage. Vous n'êtes pas contre la production éolienne comme telle à la base, à l'UPA? Ouais, ouais, absolument. On n'est pas contre les projets de faire de l'éolien. C'est bien au contraire. On est d'accord avec ça. Mais c'est à l'endroit où est-ce qu'on va implanter ces éoliennes-là. Et c'est là qu'est le défi. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de plus en plus de la protection du territoire agricole. Puis je veux bien vulgariser, quand on parle de protection du territoire agricole et des activités, mais c'est de protéger la garde-manger des Québécois et Québécoises, qui est les terres cultivées au Québec, c'est moins de 2%. Là. Oui, on Ça, parle donc, d'autonomie alimentaire. absolument. Puis de plus en plus, avec la pandémie, on a réalisé qu'au-delà de l'autonomie alimentaire, il y a le côté de la sécurité alimentaire. Et les gens, nos citoyens, citoyennes ici, ont des attentes face aux producteurs, productrices, face à l'agriculture qu'on fait. Et on se met des règles ici qui sont quand même des règles assez élevées par rapport à tout le côté environnemental, tout le côté bien-être animal. Mais dans ces ententes-là, naturellement, ben, nous, on a besoin d'un cadre qui est là, puis de protéger le territoire et nos activités, là, si on veut répondre, entre autres, à ces ententes sociétales-là. Ben Nous, oui. on est prêt à relever le défi, mais le premier outil qu'on a de besoin, c'est nos terres agricoles. Et là, à chaque fois qu'on arrive avec d'autres activités qui sont naturellement des usages non agricoles, mais là, ça l'impact, puis ça amène des situations de cohabitation qui est plus difficile, entre autres. Oui. Et les dernières années, c'est là qu'on voit cette tendance-là, là, qu'on Ah, voit que on dézone pas nécessairement ces terres agricoles-là, mais on fait des usages autres qu'agricoles. Ça a un impact sur tout le Québec, puis ça a un impact sur nos activités agricoles. expliquez-moi le concept de zéro perte nette. Si on met, je ne sais pas si c'est 1 kilomètre carré par éolienne, en tout cas, on me dit chez Boralex là, qu'elles ont 8 mégawatts, 200 mètres, et ils les mettent à 700 mètres des maisons. Je voyais qu'on disait, quand j'ai lu qu'il y a 2 ans, on parlait de 8 mégawatts en moyenne, mais on est déjà rendu là à 8 mégawatts, mais il parlait de 8 mégawatts par kilomètre carré en 2050. Il semble que la technologie avance vite, là, mais zéro perte nette, c'est quoi? Vous voulez qu'on vous compense en gelant à perpétuité d'autres zones agricoles et forestières? Ben, on a amené ce principe-là et le gouvernement a fait une caractérisation des milieux humides et hydriques. Et dans ce cas-là, on a dit, ben, écoutez, là, faut arrêter, là. Puis il faut avoir zéro perte nette, entre autres, par rapport à ces usages-là.
Et pour nous, cette zéro perte nette-là, c'est le même principe. En voulant dire, ben, on a des superficies qui sont là présentement, puis il faut arrêter d'égruger là, ces superficies-là. Là. Et puis, dans des cas, les gens ne savent peut-être pas, mais si on a un règlement qu'on appelle un REA, Règlement sur les exploitations agricoles, qui nous amène sur un moratoire où on ne peut pas accroître nos superficies agricoles présentement. On les gruge Et comme puis en Amérique, là, en Amérique du Nord ou en Amérique, on est les seuls qui ont ça. Il n'y a pas d'autres provinces qui sont comme ça. Là. On est les ça. seuls ici au Québec qui a un programme. Ça d'autres des producteurs ne peuvent pas nécessairement accroître les superficies agricoles comme ils le veulent. Bien souvent, il faut faire des demandes spécifiques, puis dans des cas, mais c'est refusé. Là. Ça aussi, ça l'amène, entre autres, sur cet enjeu-là. Et quand on dit zéro perte nette, ben, si je ne peux pas agrandir mon terrain, entre autres, mon jardin, ben là, c'est limite parce qu'à chaque fois qu'on rentre d'autres usages, puis On du réduit. côté éolien aussi, il faut faire attention parce que c'est pas juste l'éolienne qui est implantée à un endroit. Il y a toute le poste de distribution qui est fait, toutes les lignes de raccordement, les servitudes qui sont là. Puis qu'après ça, en tant que producteur, nous, il y a des usages qu'on ne peut pas faire. Exemple, de drainer des terres ou d'entretenir les terres proches au niveau des cours d'eau. Ben, quand vous avez une servitude, là, vous n'êtes plus nécessairement chez vous. Là. Ça, quand on parle d'autres usages, là, ça en est un bel exemple. Là. Et ça, les producteurs, quand tu es producteur, tu le vis au quotidien quand tu fais tes travaux, quand il y a des infrastructures qui sont chez vous. Là. Ça qu'au-delà de penser de l'argent qui pourrait arriver, ben, c'est un fait. Et l'autre côté, je vous dirais qu'il faut faire attention aussi au volet de dire il y a des producteurs qui sont d'accord. Dans des cas, ce n'est pas nécessairement des producteurs, c'est des propriétaires fonciers qui sont d'accord. Parce qu'en pourcentage, il y a de la location de terre qui se fait ici au Québec. Ça, vous comprenez, le propriétaire qui n'est pas un agriculteur, qui lui loue sa terre, lui, il se dit, bon, ben, OK, je vais aller chercher un revenu. Puis Et le là, producteur, ben, il s'arrangera au niveau de les travaux et les cultures. Puis même si ça y prend 4 ans avec le sol soit là, en état de cultiver mieux, ben, regarde, c'est le producteur qui va l'assumer. Ça quel que ça pourcentage aussi, des terres sont louées, des terres? Quel pourcentage? j'ai pas le chiffre en tête, mais grosso modo, on peut parler de peut-être 25 30 là, OK. à peu près quand même. Puis plus ça va, plus avec la hausse du prix des terres, mais plus ça l'augmente, ça. Là. Ça aussi, ça a des impacts, mais c'est des nuances qu'il faut être capable d'amener pour bien faire comprendre OK. pourquoi, en tant qu'organisation, qu'on dit, ben, regardez, le côté éolien, on ne veut pas les avoir sur les terres agricoles, on veut trouver d'autres endroits pour les implanter là, pour vraiment qu'il n'y ait pas d'impact, surtout sur le territoire et le dynamisme côté agricole. Ah oui. Les gens doivent comprendre c'est combien d'éoliennes. Le Normand Mousseau, qui a présidé la Commission sur l'avenir du Québec énergétique, me disait que ça va être 2 à 3 000 éoliennes géantes là, de 200 mètres de haut. Si on parlait de 16 000 mégawatts tantôt en 2040, là, si on divise par 10, ça fait 1600. Donc, c'est minimum Mm. 1600, parce qu'on parle de 8 mégawatts ces temps-ci. Mais je vous pose ma question, zéro perte nette. Si on met 2 3 000 éoliennes sur des terres majoritairement agricoles, parce qu'Hydro veut que ça soit en milieu habité, proche des lignes et des postes existants, qu'est-ce que vous demandez comme compensation? Qu'on vous donne Hey, des postes publics? vous savez, vous avez une bonne question, mais moi, la réponse que j'ai à vous dire, c'est que moi, je ne veux pas arriver là. On ne veut pas être compensé. On veut que le travail soit fait en amont parce qu'on parle de plus en plus de développement durable ici au Québec. On a une politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire où ce qu'on a mis à priorité l'agriculture et de protéger davantage nos terres agricoles par rapport à l'autonomie alimentaire. On a la LAU qui a été déposée, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui renchérit et qui dit qu'il faut être cohérent sur l'étalement urbain puis de faire encore une fois du développement durable. On a une consultation qui s'en vient sur le territoire, activité puis l'accessibilité des terres agricoles. C'est que moi, je ne veux pas travailler en aval, je veux travailler en amont. Là. Avant d'implanter, là, au-delà des zéro pertinentes, là, il faut réaliser qu'il ne faut pas les mettre sur les terres agricoles. C'est la première chose qu'il faut être capable de faire, Vous puis n'en de voulez pas faire du tout pour ça les intelligemment. Ben écoutez, si on est capable de les mettre en d'autres endroits,
on va éviter de se rendre à zéro perte nette puis essayer d'être compensé. Ouais. Là. Parce que la compensation, là, c'est comme c'est tout le temps, ah ben regarde, ils vont être compensés, puis c'est comme si on avait le prix pour les éoliennes, ah, ça va les compenser. Mais je vous rappelle, là, on est en bas de 2% du territoire. Là. C'est combien de kilomètres carrés l'exploitation agricole au Québec? J'ai pas le Votre chiffre en comparaison. tête. Parce que si on parle de 10 mégawatts à long terme en moyenne, là, Ouais. 600, ça fait pas Mm. mal. Ouais. Il y en a une ou deux par kilomètre carré, ça fait Ouais. milliers Ouais. de mètres carrés, là. Mais je vous ramène aussi, c'est pas juste l'éolien, mais c'est toutes les servitudes, tous les postes de Plus. récupération. C'est Hum, ça qu'il faut penser. Nous, on le sent en tant que producteur parce qu'on le vit quand il y a des infrastructures qui passent, là. Ou hum. même quand il y a de l'étalement urbain qui se fait, ben, ça implique, entre autres, de la cohabitation et des activités agricoles. Mais moi, je suis pas mal sûr que le gouvernement, qu'il faut vraiment faire du développement ou de l'aménagement durable, mais il faut le faire intelligemment. Et présentement, qu'est-ce que je trouve malheureux dans ces projets-là qui ont été lancés, c'est qu'on a mis des cartes, on a mis un territoire, on a mis quelques paramètres, mais en pourcentage, là, par rapport à l'impact sur les terres agricoles, sur le garde-manger du Québec, là, c'est minime le pourcentage qui vont être utilisés pour dire ah non, mettez-la pas là si ça a trop d'impact sur l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est comme si on fait fi de ça, on ne prend pas assez en considération. Puis c'est Les là gens- qu'on veut changer. Là. C'est ouais. là que je ne veux pas arriver à dire ben là, c'est zéro perte nette. Ben, mais c'est avant ça là, qu'il faut être capable de le travailler. Là. Mais Donc, malheureusement, les promoteurs se promènent et arrivent au niveau des entreprises agricoles. Puis là, le font miroiter de l'argent, entre autres. Là. ouais. Puis, Ben, ce que vous écriviez, c'est qu'il n'y a pas eu aucune consultation. C'est la même chose que Jean Morin, le producteur fromager, me disait. Mais quand il y en a des signatures, des gens veulent, des citoyens aussi autour qui demandent des référendums, 60 à 80 des gens disent pas dans ma cour. Là, je comprends que l'UPA, à la base, ne voulait pas d'éoliennes sur les terres agricoles. hmm. Absolument. C'est le message qu'on lance pour dire on a toutes des zones agricoles dynamiques à des endroits. Puis bien souvent, ils sont proches au niveau des infrastructures. Mais on se dit, regarde, il faut les protéger, ces terres-là. Si Mais on a mis en place la protection des milieux humides et des milieux hydriques, qui en pourcentage était beaucoup plus élevé, ben, j'imagine qu'à moins de 2%, je pense que là, on est rendu à une situation où on dit, regardez, là, faut arrêter de commencer là, à rentrer tout le temps sur le terre agricole et se dire, non, non, regarde, on va le faire. Là. ben, on voit que les terres humides, quand un promoteur fait des maisons, il paye, il paye la pénalité. Ouais. Mais donc, Et vous savez, quand il paye ces compensations-là ou de la pénalité, des fois, c'est même pas les promoteurs, des fois, c'est d'autres organismes qui les payent. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va transférer ça sur les terres agricoles pour recréer des milieux humides et hydriques. Encore là, c'est une autre pression qu'on vit en tant que producteur, productrice agricole au Québec, là. C'est comme si ça se passe tout, puis en même temps, on nous dit ben, il faut travailler sur la biodiversité, il faut travailler sur tous les écosystèmes. Nous, les producteurs, on est mobilisés, on est prêts à faire ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste là-dessus. Là. Puis cette priorité-là de protéger le territoire agricole, faut qu'elle se sente, puis il faut qu'il y ait cette cohérence, cette cohésion-là face à nos gouvernements, puis face à chacun des ministères qui sont présents. mais là, le gouvernement ne vous a pas répondu. Il y a un projet de loi qui s'en vient à l'automne. Puis, entre-temps, Hydro a déjà dit voici combien de mégawatts je veux. Les producteurs comme Boralex, Énergex sont déjà en train de signer des ententes avec des producteurs ou des propriétaires terriens, avec des villes et des MRC. Donc, ils sont en train d'acheter tout le monde. Jean Morin, le producteur, me disait c'est la grande division sociale. Donc, ils sont en train de procéder sans consulter personne. Et nous, on a déposé, dans un mémoire, on a déposé par rapport à ces enjeux-là, l'élément du critère qui n'est pas pris en compte assez élevé au niveau de l'aménagement sur le territoire agricole. Nous, dans le mémoire, on a fait mention et on a même fait un guide pour nos producteurs et productrices pour que les gens réalisent dans quoi qu'ils s'embarquent quand ils commencent à signer des documents comme ça. Là.
puis des impacts. Puis moi, je n'achèterai jamais, mais jamais, de me faire dire, ben, vous savez, côté agricole, vous avez des problèmes financiers, ben, voyez ça comme une opportunité d'avoir un éolien qui va vous ramener un revenu puis qui va vous aider côté agricole. Mhm. Écoutez, là, c'est un non-sens. On n'est pas pour dire qu'à chacun des producteurs, ça va vous prendre un éolien pour être capable de vivre de l'agriculture. Là, je pense qu'on passe vraiment à côté. Et malheureusement, ça, je l'ai attendu. Là. Puis là, je me dis, non, regarde, on n'est pas né pour être producteur éolien. Là. Là, on est né pour être Ouais. producteur agricole, puis entre autres, répondre aux attentes et, puis, de tous nos consommateurs. C'est pas un 25 ou 50 000 par année qui va sauver une exploitation agricole. Ben non, absolument pas. Là. Ouais. C'est cet aspect-là qui est assez important. Là. Avez-vous déjà regardé la question des distances entre les éoliennes? Moi, j'ai été très surpris d'apprendre du porte-parole de Boralex qu'il n'y a aucun règlement fédéral ni provincial. C'est chaque municipalité qui peut décider des mettre à 500 mètres des maisons. Chez Boralex, on m'a dit qu'ils mettent à 700 mètres. En Allemagne, c'est 10 fois la hauteur, donc 200 mètres, 2 kilomètres. L'Académie, je crois, médicale de France parlait d'1,5 km. Pour le bien-être des humains et des animaux aussi. Avez-vous étudié cette question-là? Il arrive à l'occasion qu'il y a des gens et des animaux qui sont malades, mais Mais nous, je vous dirais, c'est qu'on a un comité de liaison du côté énergie, entre autres, qu'on regarde ça. Mais naturellement, on n'est pas des professionnels par rapport à toutes ces choses-là. Mais c'est sûr, pour nous, il y a quand même un questionnement qui est là par rapport au bruit qu'on parlait, par rapport, entre autres, à tout le côté de la biodiversité. Parce qu'en même temps que je travaille sur mon entreprise agricole pour adapter mes pratiques agricoles, puis être là pour préserver des espèces fauniques en voie de disparition, mais je ne veux pas qu'à côté qu'on arrive avec quelque chose puis qu'on va se tirer dans le pied. Là. Ça que ouais, pour nous, c'est sûr, ces questions-là, ben, on se réfère aux professionnels qui sont là, mais c'est sûr que nos producteurs sont inquiets par rapport à ça. Puis vous savez, en tant que producteur, mon voisin pourrait décider d'en avoir une, mais moi, je vais être impacté chez nous. Mais nous, en tant que UPA, on représente l'ensemble des producteurs. C'est qu'on se dit, c'est pour ça qu'on ne veut pas vraiment avoir des éoliennes directement sur nos terres agricoles. Là. Il y a des zones qu'on pourrait être capable, puis c'est malheureux, tu sais, là, comme je l'ai dit tantôt. Avant d'envoyer sur le territoire, il aurait fallu qu'il y ait une cartographie, une caractérisation, peut-être des zones là, qui ne sont pas sur les terres agricoles puis qui auraient pu être faites. Oui, ça aurait peut-être coûté une petite affaire un peu plus chère, c'est ça. mais cette valeur-là à court terme versus à moyen et à long terme face au côté durable, là, Ouais. il y a un élément, je vous ai dit tantôt, là, cette cohérence-là de nos gouvernements est très importante. Mhm. Puis je pense que l'État doit être exemplaire par rapport à ça. Donner cet exemple-là. Pas faire des choses à court terme parce qu'il y a un besoin là. Mais à long terme, à moyen et à long terme, ben, quand on prend une décision, c'est un grand projet de société qu'on parle d'énergie, là. Mhm. Mais il faudrait pas arriver puis dire d'y aller très rapidement puis passer sur le dos, que ce soit de nos terres agricoles ou de notre garde-manger. Exactement. Puis surtout, quand je vous disais en Allemagne, qui ont moins de territoire de nous, s'ils émettent à 2 kilomètres chacune, pourquoi est-ce que Boralex décide avec une ville d'émettre à 700 mètres? Vous, Hmm. avez-vous un expert indépendant avec qui vous travaillez, à qui je pourrais parler? Vous n'avez pas une position en disant, parce que vous dites, j'en veux pas, mais il semble qu'elles vont se faire sur les terres agricoles de toute façon. Donc, est-ce que vous allez dire, j'en veux pas plus qu'une au kilomètre, par exemple, au kilomètre carré? Ben, présentement, il y a une acceptabilité sociale qu'on sent qui n'est pas là. Vous avez mentionné qu'ils divisent les gens, que ça, c'est important à comprendre. Hmm. Et que nous, en tant que producteurs agricoles, là, on habite le territoire, on fait partie de la communauté. Puis en superficie, bien souvent, qu'on est dans nos municipalités, nos villes, c'est nous qui avons un ancrage plus élevé que toutes les autres personnes. Mais on a à vivre directement avec ces implantations-là qui peuvent arriver. Là. Pour nous, c'est ça qui est important, de bien guider nos producteurs par rapport à ça. Ça face aux distances,
Moi, je pense qu'on n'a pas d'experts conseils directement chez nous, là. Mais nous, la première affaire, c'est l'aménagement du territoire. Ça part de là. Malgré qu'on peut se dire, ah ben écoute, ça va arriver qu'il va peut-être en avoir sur les zones agricoles. Mais nous, là, c'est qu'on se dit, regarde, commençons à faire le travail pour dire, y a-t-il des endroits que c'est pas en zone agricole dynamique, puis qu'on se dit que C'était Jean Morin, c'est peut-être là, là. Jean Morin qui se bat contre les éoliennes pour tout à fromager dans le centre du Québec, mais il disait, ben, les forêts ont brûlé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas dans le Grand Nord? Mais chez Boralex, on me répond, ben, il n'y a pas de poste de transformation. Hydro veut le faire proche des lignes existantes et des postes de transformation existants pour que ça coûte moins cher. Avez-vous Ouais. l'impression qu'Hydro-Québec est un État dans l'État? C'est eux qui décident. Ben, c'est sûr que je pense qu'ils ont eu un mandat quand même de ramener avec des enjeux et des objectifs. C'est sûr et certain pour nous, on avait interpellé l'ancienne présidente, entre autres, qu'on lui a fait part par rapport à ces éléments-là d'aménagement du territoire puis des enjeux que nous vit en tant que producteurs. Le nouveau président, ben, on l'a salué, on lui a envoyé une correspondance pour nous dire que nous ici, cet élément-là est important. Mais Mais je Sophie tiens Brochu, aussi à elle veut dire aller quoi? Madame Brochu. ben, qu'elle prenait en considération, entre autres, qu'elle comprenait bien les enjeux que nous, on vivait en tant que producteurs, puis qu'on avait ces superficies-là. Mais je voulais vous emmener qu'au niveau du Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, il y a des postes, il y a des éoliennes qui vont être mis à des endroits puis qui vont être mis en dehors de cette zone agricole-là dynamique, là. Ça que, déjà sur d'autres territoires, on voit que ça, l'impact va être moindre, là, beaucoup moindre, là. Mais tandis du côté sud, c'est l'inverse, là. C'est comme si, OK, allez-y, mais le plan de match ou la définition des paramètres pour protéger ou l'aménagement durable, c'est comme si ça a été oublié, puis on a dit, ben, on va y aller sur l'acceptabilité sociale. Mais les gens ne sont pas dupes, les gens réalisent que, OK, un coup que c'est là, au-delà du côté énergétique puis du côté de l'énergie verte, qu'on peut dire, ben, il y a quand même ces questions-là, là. Et d'autant plus pour nous, les producteurs aussi, il y a toutes ces questions-là. Ben là, on parle d'éoliennes à Victoriaville et Valleyfield, là. On se rapproche des milieux urbains, sérieusement. Euh, Absolument. Puis en même temps, si on se fait l'avocat du diable, là, Hydro pas juste Hydro, les experts disent que la demande d'électricité va augmenter de minimum 50 d'ici 2050, presque 25 ans à peine, plus. Et les options, c'est les grands barrages, on va manquer de rivières, il n'y en aura pas énormément. Sinon, c'est le nucléaire le long du Saint-Laurent, comme M. Parizeau voulait autrefois. Ben, nous, là, là-dessus, là, faut peut-être juste faire attention, pour on n'est pas des spécialistes là-dedans. Ben, il y a des éléments qu'on peut mentionner, c'est que nous, on dit, ben, il faut optimiser l'utilisation de l'électricité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé, entre autres par rapport aux producteurs d'acer et à d'autres producteurs, le triphasé. C'est, c'est, c'est quasiment inconcevable de dire on est au Québec, on est les leaders dans l'électricité, mais on a encore des zones que les producteurs qui veulent se raccorder au triphasé où ce que la demande serait beaucoup moindre en tant qu'électricité par rapport aux moteurs à utiliser sur cette capacité-là de triphasé. On ne Ça, comprend quand on pas parle des. le lien. Parce qu'Hydro veut convertir les serres qui sont au gaz à l'électricité. Oui, Le mais vous triphasé, c'est savez des lignes à que haute tension. oui, mais les triphasés, c'est quand j'arrive sur mon entreprise, si j'y vais au 600 volts, d'exemple, mais ça demande moins d'énergie, moins de capacité par rapport à mes moteurs quand ils sont en démarrage. Donc, je trouve à réduire la consommation d'électricité ou la demande sur les démarrages de mes moteurs parce que côté électrique, une ferme agricole, on en fait beaucoup. Et ça, c'est une façon, entre autres, d'être plus efficace côté électrification, côté agricole. Mais si À on la est en ligne, demande là-dessus, c'est qu'on a des régions, des secteurs qu'on n'est pas capable d'utiliser ça présentement. Et donc, vous comprenez que ça, il y a un côté d'efficacité. Je vous ramènerai aussi au niveau des panneaux solaires. On n'est pas des spécialistes, mais il reste qu'on regarde dans d'autres États, dans d'autres pays, où ce qu'on utilise l'énergie solaire. Présentement, c'est au Québec, ben, c'est développé un petit peu. Moi, je pense qu'il y a d'autres possibilités que juste de dire que ça va être l'éolien ou les barrages, tout ça, là.
il y a peut-être d'autres aspects qui restent à évoluer. Puis vous savez que nous, en tant que producteurs, on a quand même des bâtiments, des superficies. De mettre des panneaux solaires. J'ai vu quelques producteurs commencer à mettre des panneaux solaires sur le bâtiment pour récupérer ça. C'est que je pense que s'il y a des programmes, des outils pour qu'on optimise ou pour qu'on récupère, nous, en tant que producteurs agricoles, ben, je pense que ça peut être gagnant-gagnant. Mais là, présentement, tu sais, là, on fait juste en parler un petit peu. Là. C'est pas mis comme dans les cartes présentement. Là. Je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres outils qui sont là, à place d'aller juste dans un sens. Là. C'est clair. Hydro-Québec, c'est comme si du jour au lendemain, ils avaient découvert qu'il y avait 3 fois plus de potentiel d'efficacité énergétique. Ils ont triplé leur cible là, de 8 à 25 TWh, je crois. Mais vous parlez de 16 000 mégawatts. Je sais que les parcs éoliens, bon, Énergie solaire Québec et les experts du fédéral, entre autres, ont proposé 4 000 mégawatts solaires. Donc, ce serait le quart là, du 16 000 mégawatts. Mhm. Euh, on va gruger parce qu'on veut tout faire dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables Mhm. avant d'aller au grand barrage et au nucléaire. Mais ben, c'est ça. Là, le gouvernement va dire, ben, c'est à vous de faire votre part, les producteurs éoliens aussi, agricoles, pour éviter le nucléaire et l'hydraulique ou le limiter. Qu'est-ce que Ben, vous répondez? moi, je veux pas embarquer par rapport à ça comme si la pression, on en a assez déjà. Là. Sur le territoire, moins d'un 2%. Là, on en a assez. Là. Et, Puis là, on s'est dit que non, c'est pas vrai que sur notre premier outil, qui sont les terres agricoles, qu'on va laisser aller les affaires de part et d'autre. Là. C'est pour ça qu'avec la consultation que le gouvernement du Québec vient de lancer sur la protection des terres, sur les activités agricoles et l'accessibilité, pour nous, c'est super important. Il faut renforcer ces lois-là par rapport à protéger ces terres-là. Moi, j'embarque là-dedans. Tu sais, on va se poser une question, là. Qu'est-ce qui est mieux, là? Faut se nourrir avant le côté énergétique? Moi, je pense qu'il faut être capable, là, les besoins à la base de nos jeunes, de nos citoyens, que ce soit au Québec ou au Canada, là. Premièrement, c'est de manger, là. Puis de manger par rapport à des aliments avec la façon qu'on veut qu'ils soient cultivés là, et travaillés. Et ça, c'est la base. Là. C'est comme si on enlève à côté, puis si on dit qu'il y a un côté économique, business, puis qui est là, mais ce qu'on fait, c'est comme si c'est déjà acquis, ça. Ouais, ouais, mais on va manger, puis ben non, bien au contraire, là. Avec la hausse de la population, avec tout le territoire agricole, le transfert aussi qu'on voit sur les transactions des terres agricoles qui se font par d'autres acquéreurs qui sont là, puis qui OK. risquent d'amener à une problématique, comme l'on dit, des produits qui pourraient être exportés à l'extérieur aux dépens de notre population. Là. Ça, je pense qu'il faut rétablir là, les priorités. Puis pour moi, les priorités, là, dans son ensemble, là, c'est répondre aux besoins des producteurs, productrices, mais c'est de répondre surtout aux citoyens, citoyennes par rapport à cet enjeu-là alimentaire. Déjà là, on a de la misère, on a des gens qui ont de la misère à avoir 3 repas par jour. Là. Ça C'est ce que que je j'allais pense dire. qu'il faut ramener ça à la base. Absolument, avec l'inflation, il y a de plus en plus de familles qui s'appauvrissent, qui ont de la misère à se nourrir. D'un côté, nos producteurs, avec le climat, ont de la misère à être rentables. Il faut peut-être se demander la consommation d'énergie aussi, si on va la laisser augmenter selon les tendances Hmm. actuelles, c'est ça. Ouais, Martin absolument. Caron, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Vous êtes président de l'Union des producteurs agricoles et on sympathise beaucoup. Effectivement, les producteurs nous donnent énormément. Il ne faudrait peut-être pas trop leur serrer la vis moralement à ce niveau-là, de prendre tout ce poids-là sur les épaules. Euh, C'est vous l'avenir de savez, l'agriculture. Vous savez, depuis le temps, je suis impliqué dans l'organisation, puis moi, je suis né sur une ferme que mes parents ont acheté de personnes qui, en voulant dire, c'était pas de la parenté, c'était des non-apparentés quand mes parents ont bâti ça. Mais notre organisation, l'UPA, puis des producteurs productrices sont partis ça, puis on est mobilisé un projet de société qui s'appelle avoir de l'agriculture puis de l'agroalimentaire partout au Québec, puis diversifier. Puis ça, on ne peut pas le supporter à bout de bras, juste nous, les producteurs, productrices. Là. Il faut vraiment que les gens prennent conscience au niveau de la population. Puis ça, c'est un travail qu'on a à faire nous autres mêmes, vraiment d'informer ces enjeux-là.
Mais nous, là, c'est une passion, on travaille là-dessus, mais c'est qu'on veut permettre à des jeunes, puis des gens qui vont démarrer des entreprises d'être capables de le faire partout au Québec, là, puis en ayant les conditions favorables pour le faire. Là. Ça, Mhm. ben ça, on a besoin de la population, du soutien. On sent qu'on l'a, mais de plus en plus, on va avoir besoin de cet appui-là de nos citoyens, citoyennes, puis d'avoir cette cohérence-là au niveau de nos gouvernements. Surtout que l'appel du retour de la Terre est très fort. On voyait dans le journal ce matin un Absolument. enseignant qui s'est converti à la production. Absolument. Martin Caron de l'UPA, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ben, merci et au plaisir. Plaisir.